ceux qui sont en ligne. C'est à eux qui s'en chargent. Oui, bon, c'est bon. C'est bon. Ceux qui sont en ligne, c'est bon. C'est sûr quelle connexion il se met. Sorry for the delay. We're about to start. On est en route. Oui, c'est bon. Parce que si ils vont voir. Donc on la voit, mais on n'entend pas jusqu'à ce qu'on lui demande de parler. Et puis on aura une fois de contrôle ailleurs. Donne-lui l'heure de excusez-moi, vous avez le cœur de faim, vous savez la vous avez. Si la personne se met sur parce qu'on sait qu'on a 2 heures. American Center. American Center. Abidjan. Comme on a commencé avec le repas, il faut qu'on soit en accord sur ça. Donc là, on va. Non, il faut la mettre en écran. Julie, tu es là? Non, ça c'est non. Voilà, maintenant on va te mettre, on va switch avec la vidéo. D'accord. Ok, donc on reste comme ça. On était censé démarrer à 7 heures. Non, on était censé démarrer ici. À 13h44. C'était pas là. Le déjeuner va vite finir. C'est l'autre ici. Est-ce que vous avez une session? Non, ce sont des 2 jours. Non, ce sont 2 jours. Non, ce sont 2 jours. Ça a 2 jours. Oui, tout à fait, parce que nous avons 3. On va communiquer avec eux. Julie, tu peux parler? Julie? Julie? Oui, allô? Julie, tu peux parler? Oui, je peux parler. Voilà, on va commencer. Donc, il faudrait, comme tu es en ligne, tout ce qui est bruit autour de toi, donc voilà quoi. Ok. Please make use of your headset. Channel 2, please. Channel 2. Merci à tous d'être là pour cette session. Je voudrais céder la parole à Madame Jeannette Caluguil. Madame Jeannette Caluguil est présidente fondatrice et cofondatrice de CADUS et Odelsi, consortium de la diaspora africaine basée aux USA. Également maison d'œuvre pour le développement économique et du leadership par la CDI. Madame Jeannette Caluguil aura donc l'immense privilège de conduire ce panel. Madame, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes ceux qui sont dans la salle avec nous et également ceux qui sont en ligne. Effectivement, c'est un privilège pour nous d'être ici et de participer à cet important événement et surtout partager avec vous notre expérience. Mais avant tout, rapidement, je vais vous dire qui nous sommes. Permettez-moi de lire parce que je voudrais rester vraiment dans le temps. Donc nous représentons un groupe de la diaspora basé aux États-Unis où l'AGOA est établie. Alors pourquoi l'implication de la société civile de la diaspora? Le consortium de la diaspora africaine basée aux États-Unis s'inscrit dans la définition de l'Union africaine de la diaspora africaine comme étant des personnes d'origine africaine vivant en dehors du continent, indépendamment de leur citoyenneté et nationalité, et qui sont prêtes à contribuer au développement du continent et de la construction de l'Union africaine. Donc, en tant que membres de la diaspora, nous nous impliquons dans toutes les discussions, plateformes portant sur le développement du continent africain. Alors, pour l'AGOA,
Certains d'entre nous ont participé aux États-Unis et en Côte d'Ivoire aux discussions et ont activement participé aux discussions concernant l'extension de l'AGOA. Alors nous sommes forcés de comprendre cet important outil qui a été mis sur pied pour le développement de l'Afrique subsaharienne à travers des échanges commerciaux et l'accroissement des investissements dans les secteurs clés. Nous essayons également d'apporter notre contribution dans le but de maximiser les opportunités offertes à travers l'AGOA. Alors notre session qui s'intitule l'AGOA et l'avenir, les Africains prêts à exporter dans un nouveau paradigme commercial. Nous voulons ensemble, dans cette salle, et pour ceux qui sont en ligne, chercher à comprendre si les Africains sont prêts à exporter dans un nouveau paradigme commercial. Alors cette session est à deux niveaux. Donc dans la première heure, nous allons aborder tous les contours de l'AGOA. Nous allons consacrer la deuxième heure à une séance de formation sur l'outil et les défis du marché américain. Alors, nous pensons que l'utilisation de l'AGOA offre sans aucun doute beaucoup d'opportunités de croissance pour les Africains. Alors, permettez-moi de dire merci et accueillir nos panélistes qui sont tous des volontaires et qui ont accepté de sacrifier leur agenda aujourd'hui chargé et leur dimanche afin de nous enrichir de leur expérience. Certaines personnes participent en direct depuis les États-Unis. Nous avons par exemple Dr Julie Loïc en ligne, que vous voyez sûrement à l'écran. Salut! Et moi-même Jeannette Kalegui. Nous avons Jean-Paul Volou dans la salle. Madame Yvonne Isiegei, Craig Simpkins, Stéphane Oku, Dr Naoré Brice qui est aussi en ligne, Mademoiselle Liliane Nyambi également en ligne, et Monsieur Ekini Brou Léonce qui nous a vraiment offert l'opportunité d'intégrer les personnes sourdes-muettes. Donc lui, il est là pour nous aider à rendre notre session inclusive. Je crois que la biographie des panélistes vous a déjà été distribuée. Donc, durant nos échanges, nous allons explorer des sujets divers tels que les partenariats avec les ONG, la société civile, et vous aurez l'occasion de découvrir ce que nous avons à apporter. Donc, nous pensons que la clé du succès de l'AGOA reste dans la communication, la formation, l'éducation sur l'AGOA et ses perspectives. Pour commencer, beaucoup de choses se sont dites sur l'AGOA, son impact positif dans nos pays. Donc, l'AGOA a contribué à renforcer les relations et à propulser également l'économie africaine. Alors, nous allons demander à nos panélistes ce qu'ils en pensent. Alors, on va commencer par Madame Loïc. Vous avez 1 minute, puisqu'on sait déjà les impacts, vous avez 1 minute pour nous donner votre avis. Et ensuite, nous reviendrons dans la salle et chaque panéliste nous dira aussi en 1 minute comment est-ce qu'il voit l'impact de l'AGOA sur nos économies. À toi, Julie. Oui, bonjour Jeannette, bonjour à tous. Julie Louis depuis les États-Unis, Washington. Voilà, comme la modératrice l'a si bien dit, AGOA est un outil très important qui a contribué au développement du commerce entre les pays africains et les États-Unis. Donc, moi, je me base sur les évidences tirées des données pour montrer que l'AGOA a effectivement contribué au développement et à booster le commerce entre les États-Unis et les pays africains. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, les pays africains ont exporté vers les États-Unis à des instances très bas, mais avec l'AGOA depuis 2001, il y a eu quand même un grand progrès, que je vous montre ici d'ailleurs, un très grand progrès, un boost assez important
Mais on arrivera un peu plus en détail plus loin dans notre débat aujourd'hui pour voir un peu la décomposition. Merci Julie. Craig, so I will just give you just 1 minute. We want to hear from you the positive aspect of AGOA. AGOA provides duty-free, quota-free access to companies in qualifying African countries into the United States, which is a tremendous advantage over people in other countries. These products include everything from petroleum to textiles and apparel to many foodstuffs, leather, and so it provides an opportunity for African goods to get into the market, to find people who are very interested in these products and to be able to create wealth. So hopefully we can have governments provide the situation in which the companies in those countries can take advantage of AGOA. Because sometimes governments get suspended. Unfortunately, that means that companies can't access the benefits. So many companies are taking great advantage of AGOA. Thank you. It seems that we don't, can you check if this, yes, it's working. So now I'm going to give the floor to Stéphane. Okay. You have just 1 minute, please. Merci Jeannette, bonjour à tous, bonjour à nos amis qui nous écoutent depuis l'Internet. Je suis Stéphane Opou. Moi, ce que j'aimerais dire concernant l'AGOA, effectivement, ça permet de booster les relations économiques entre les États-Unis et les pays africains, mais aussi d'accroître les flux d'échanges commerciaux. Si je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, qui a intégré l'AGOA depuis 2012, sur 1 milliard de dollars d'exportation à destination des États-Unis, 10% l'ont été au titre de l'AGOA, ce qui représente environ plus de 100 millions de dollars d'exportation concernant l'AGOA. Donc on peut dire clairement que l'AGOA contribue efficacement à accroître les échanges entre les États-Unis et les pays africains, mais cela reste encore, il reste encore beaucoup à faire et il faut travailler de sorte à pouvoir augmenter ce chiffre et accroître les échanges entre les pays africains et les États-Unis à travers les exportations aux États-Unis. Je vous remercie. Merci. Merci encore Jean-Paul. Oui, on aimerait aussi... Merci beaucoup, Jeannette. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que depuis l'avènement de l'AGOA, les chiffres en 2018, nous remarquons un accroissement des exportations des pays africains vers les États-Unis de plus de 20%. Et en termes de chiffres monétaires, c'est plus de 12 milliards de dollars d'après les statistiques de 2018. l'AGOA a un point très positif dans la mesure où, pour être éligible, nos pays ont besoin de respecter certaines valeurs. C'est la bonne gouvernance, l'économie de marché, la lutte contre la corruption, la protection des droits des travailleurs, la réduction de la pauvreté, la protection des droits de propriété intellectuelle, la création d'un environnement favorable au commerce et à l'investissement. Donc, ça veut dire que l'AGOA vraiment est un outil pour le développement de nos pays. Merci. Merci Jean-Paul. Yvonne. Merci Jean-Paul. Bonsoir à tous et merci d'être là. Vous avez une. Voilà, je suis ici Yvonne Gueye. D'une manière générale, il est acquis que l'AGOA a un impact positif sur les économies africaines en général et l'entrepreneuriat féminin de ces pays en particulier. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons vu l'intérêt que ça a suscité. Quelques femmes des secteurs agroalimentaires et du textile ont pu profiter d'opportunités pour faire connaître leurs produits aux États-Unis. D'autres aujourd'hui encore essayent de se frayer un chemin. Malheureusement, l'environnement économique n'a pas permis vraiment à toutes les femmes d'en profiter au maximum. Pour ce faire et permettre à un plus grand nombre de femmes
et d'autres opérateurs économiques de profiter totalement de ces avantages et opportunités offertes, il importe d'élever quelques contraintes qui ont été identifiées. Merci. Donc en fait, il est clair que nous sommes tous d'accord que l'AGOA est comme un stimulant pour l'investissement et le développement économique et surtout la réduction de la pauvreté. Donc nous voyons cela comme un élément complémentaire des objectifs de développement durable auxquels tous les pays ont adhéré, et cela s'inscrit également dans les objectifs de développement américains. Donc l'AGOA en vous attend à favoriser la transformation structurelle en Afrique, y compris l'amélioration de la gouvernance démocratique. Donc l'outil AGOA se présente comme un support efficace, nous le pensons, pour intensifier la croissance économique à travers laquelle nos pays pourraient réussir leurs objectifs de réduction de la pauvreté et ne laisser personne derrière en intégrant les couches vulnérables et marginalisées comme le veulent les objectifs de développement durable. Mais comme Mme Gay l'a un peu, disons, évoqué, il y a des contraintes et tout le monde en parle. Alors nous allons demander à nos panélistes de nous faire le point de leur constat en ce qui concerne les contraintes. Donc je commence par Mme Loïc, Julie, en ligne. À toi. Merci Jeannette. Comme je l'ai si bien dit, je me base sur les évidences tirées de données pour nous montrer un peu non seulement les impacts qu'AGOA a eu, mais aussi les limites. Comment est-ce que certaines contraintes ont empêché AGOA d'atteindre son potentiel en Afrique? Donc, je vous présente quelques figures ici. Je partage mon screen, je crois que vous devez voir le screen si c'est possible. Vous voyez bien? Pour le moment, on ne voit pas. Ok. Pardon? Tu veux que j'essaie de... Vous voyez le screen? Non, pas pour le moment c'est noir. Il faut vérifier ton PDF encore. Tu veux que je share le content from here? Voilà, c'est possible. Vous voyez? Non, attends, je vais... Non. Excusez-moi. Voilà, il faut continuer pendant que j'essaie de upload le document. Alors, je voulais graphiquement montrer les limites. Il faut en parler en attendant pendant qu'on essaie de... Ok. D'accord. Donc, depuis 2000, avec l'avènement d'AGOA, le commerce des pays africains vers les États-Unis a effectivement grimpé, ce qui a vraiment un impact. Mais quand on regarde la composition de ce commerce des exportations des pays africains vers l'Amérique, ça a été dominé par les produits pétroliers. Alors que comme on le sait, le secteur pétrolier, c'est un secteur à capital intensif qui crée très peu d'emplois. Jeannette, c'est bon, tu as pu voir... Non, je n'arrive pas à faire les deux à la fois parce que je veux qu'on te voit. Et... Non, c'est pas la peine de me voir, il faut plutôt voir l'information que je partage. C'est bon? Comme on n'arrive pas à avoir l'information, il faut continuer de parler. D'accord. Quel commentaire? Il faut commenter. D'accord. Donc, en termes de secteurs qui ont le potentiel de créer plus d'emplois, des emplois inclusifs pour une croissance inclusive et résiliente, l'impact d'AGOA a été beaucoup limité. Donc, on voit ici que jusqu'en 2000, avant juste la crise globale, le total d'exportation, y compris les produits
produits pétroliers, ça paye au moins 60 millions de dollars américains. Mais quand on extrait la part des produits pétroliers, on se rend compte que les Est-ce que tu peux me poser un instant? Parce qu'on a du mal à entendre que les techniciens ne sont pas dans la salle. Pourtant, on a insisté pour avoir les techniciens dans la salle. D'accord. They can't hear what? C'est ce que on a besoin de techniciens pour gérer ça. La traduction ne peut pas passer parce que le son n'arrive pas à la cabine. Mais comment est-ce qu'on peut, parce que là, ça, nous on entend, alors comment est-ce que ça peut arriver dans la cabine? À cause de la vitre, peut-être qu'ils vont obligatoire. Sinon, ils n'entendent pas, ils n'arrivent pas à entendre. Non, je veux dire que nous on entend, mais s'ils n'arrivent pas à entendre, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce que nous on entend dans la salle. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle puisse entendre, pour qu'ils puissent entendre? Je pense que ce qui serait bien, elle parle, même quand ils n'entendent pas après, vous faites un bref résumé de ce qu'elle a dit et eux ils l'auront directement dans l'oreillette. Donc c'est lui qui doit peut-être sortir. S'il reste fermé. Ça vient du direct. C'est ce que je dis. Je pense qu'on va faire avec un parole, après tu t'excuses. Le son ne sort pas assez pour que ça passe dans la cabine. Ils sont connectés comment? Pour que ça passe dans la cabine. Ce circuit n'a pas été établi. Ah, le circuit n'a pas été établi. Est-ce qu'on peut avoir le technicien alors parce qu'on a des issues ici, s'il te plaît? Mais le son passe là. Pardon? Est-ce que les billets sont là? Oui. Julien, on est en train d'essayer de connecter les micros pour que la traduction. Le son passe. C'est un micro intégré. Mais est-ce qu'elle est en train de ils n'ont pas fait le lien avec les... Voilà, pour ça que je dis, ça va vraiment un chat. Tu vas voir le son là, à la régie du son. C'est pour ça que je vais avec tout ça. Il fallait donner à ça qu'on fait les tests. Nous, on a fait des micros, ça nous paraît un micro. Bon, maintenant, quelle leçon on a actuellement? Parce que les personnes doivent entendre. Eux ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas ouvrir leur vote. Est-ce qu'il est possible de mettre le micro sur Non, le souci n'est pas ici parce qu'on entend. Il semble qu'il y a un câble qu'ils n'ont pas installé. qui est rattaché à la cabine. Voilà. En fait, c'est le technicien du tout bien, je te donne le signal de ça pour plus de diffusion de ça. Donc, ça n'a pas été fait. Mais là, c'est. On est parlé de ça. Non, c'est pas une caméra. Une caméra. Jeannette, tu peux aussi vous. Essaie de voir si tu peux download aussi l'information. Je ne sais pas, tout à l'heure on voyait les images. Ouais. Mais tu peux aussi ouvrir l'application de ton côté comme on s'était dit. Si tu peux partir au slide numéro 6, commence par 5. Oui, c'est ce qu'on a proposé, s'ils peuvent sortir de la box. On va rester dans la cabine. On n'est pas garanti qu'on va rester à la D'accord. décision. Parce qu'on n'entend pas, ça s'entend. Mais tout ce qu'on va entendre, on va l'interpréter. Ok. Merci. Ok, merci.
On n'arrive pas à... L'image, c'est noir. Direct. Oui, il faut dire. Donc Julie, je pense qu'on va avancer peut-être sans présenter les graphiques. Le cas, c'est si tu fais des chaînes en même temps que moi, ça peut pas se noir. Pardon? Si tu veux, ouvre juste mon PowerPoint que tu as. Justement, c'est ce que je n'arrive pas aussi à faire. Donc, il faut continuer de parler. Ok, d'accord. Tout à l'heure, on a vérifié, tout allait bien, et puis maintenant, ça va plus bien. Elle a sa présentation, tu te souviens, tout à l'heure, c'était un écran. Voilà, c'est ce qu'on veut remettre. Et elle veut share le screen et c'est tout noir. J'ai déjà share donc. Ok, tu peux arrêter pour répondre s'il te plaît. Et si ça ne marche pas, bon, on va se... D'accord. Mais, hein? Attends, je vais voir si moi je peux share. Une seconde. Ça ne me donne pas l'option de files. Donc, tu peux maintenant share. Vas-y, on va le faire alors. Si ça sort pendant que tu parles, tant mieux. Auquel cas, bon, je te redonne la parole. Vas-y. Ok, donc la loi a effectivement eu de l'impact. Et comme je le disais tantôt, mes performances ont été beaucoup dominées par les produits pétroliers. Et pour tous ces objectifs qui sont la réduction de la pauvreté, l'inégalité et la création d'emplois pour une croissance plus résiliente et inclusive, AGOA n'a pas eu beaucoup d'efforts dans les secteurs qu'on espérait, tels que le secteur non pétrolier, agricole, les secteurs de manufacture et puis d'autres secteurs comme le métal et autres. Donc on voit très bien ici que le pourcentage du commerce d'AGOA suit dans ces différents secteurs comme le textile, les métaux, les produits agricoles, les produits chimiques, les produits agroalimentaires et manufacturiers. On est très proche. Le pourcentage total se limite à moins de 10% du commerce total sous AGOA. Et donc la question c'est un peu paradoxal parce que selon les théories du commerce, les pays qui ont l'abondance de facteurs humains, c'est-à-dire le facteur de l'œuvre, devraient exporter des produits qui demandent l'intensité du travail, la main-d'œuvre. Ça, on veut bien le dire en français. Voilà. Mais c'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et les contraintes ne sont pas seulement sont d'ordre, je veux dire, il y a beaucoup de contraintes et à travers du domaine. En regardant se basant sur les données, on se rend compte que ces contraintes sont liées au problème de logistique de transport, les droits de transport eux-mêmes. Ensuite, on a les problèmes d'accès aux finances. Après, on a aussi la qualité du travail et de la main-d'œuvre qui se traduit par la faible qualité de l'éducation. Et ensuite, on a aussi la persistance du gap entre les hommes et les femmes, ce qu'on appelle en anglais le gender gap, qui persiste et diminue la possibilité pour les femmes et aussi les jeunes d'entreprendre. Donc, toutes ces contraintes ont contribué à réduire la quantité, la productivité de ces pays et à pouvoir exporter en quantité.
non seulement ces contraintes qui sont liées du côté de la productivité, on a aussi le manque de connaissance du marché américain. Quelle est la préférence des consommateurs américains? Quelle est l'information même de la légalité pour avoir accès au marché? Et le partenariat aussi avec les entrepreneurs américains. Donc, je vais m'expliquer à faire juste un stand en réseau, ça sera plus intéressant de voir ça à travers les pratiques pour comprendre ce problème. Donc, je vais laisser la parole aux autres ministres pour expliquer un peu les différents problèmes qu'ils voient dans le domaine du monde clairement. On a le problème de logistique, on a le problème de qualité du travail, l'accès aux finances qui est difficile, l'accès à l'information qui n'est pas promulguée de façon suffisante pour que les uns et les autres dans les zones rurales ou dans les zones urbaines puissent comprendre la loi et qu'est-ce qu'on recommande pour pouvoir exploiter. Donc, du coup, on produit à des coûts élevés. Et donc, arriver sur le marché, comme beaucoup sur le niveau par unité, on n'est pas compétitif comparé à l'Amérique latine qui est aussi proche et qui produit pratiquement les mêmes choses que nous, étant donné qu'ils sont la même zone l'utopie aussi comme nous. Merci. Merci Julie. On va, en attendant que tu essaies de sortir les graphiques, nous allons donner la parole aux autres panélistes. On va commencer par par Stéphane. Stéphane va nous donner un peu un aperçu des contraintes de l'AGOA. Merci encore une fois, Jeannette. Moi, en ce qui concerne les contraintes au niveau de l'AGOA, il faut les différencier. Il y a des contraintes qui sont liées effectivement à l'AGOA en tant que loi elle-même. Il faut dire que la communication et la promotion autour de l'AGOA n'a pas été faite malheureusement dans beaucoup de pays africains, notamment les pays francophones. Donc on note une méconnaissance même de l'existence de l'AGOA. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'AGOA et quelles opportunités l'AGOA en tant que loi peut offrir aux entrepreneurs. Et là je parle aussi des jeunes entrepreneurs qui, pour bon nombre, ne savent pas ce que c'est que l'AGOA. À côté de cela, l'information même sur l'AGOA n'est pas disponible. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire que je connais bien, il n'existe pas de peut-être structure qui puisse mettre à disposition des entrepreneurs des informations vraiment pertinentes et précises sur l'AGOA. Comment utiliser l'AGOA pour exporter aux États-Unis? Quelles sont les lois, les restrictions qui entourent l'AGOA? Et cela constitue une contrainte majeure. Nous pouvons également signifier la barrière linguistique. Il faut dire que les pays francophones qui ont le français pour langue officielle, très souvent ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, donc eux-mêmes s'auto-censurent en n'allant pas vers l'information concernant l'AGOA. Maintenant, si on en vient aux jeunes entrepreneurs eux-mêmes, il faut noter ce manque peut-être de volonté d'aller vers l'information pour savoir, pour s'instruire sur ce que c'est que l'AGOA, les opportunités qu'elle offre pour pouvoir les saisir pleinement, mais aussi on note un accès limité aux sources de financement pour pouvoir permettre aux entrepreneurs d'accéder au financement adapté pour accéder au marché américain. Un troisième niveau peut-être de contrainte se situe au niveau de l'État. Il faille travailler à créer un environnement des affaires qui soit favorable à l'entrepreneuriat, de sorte à permettre aux entrepreneurs de saisir toutes les opportunités qu'offre l'AGOA. On peut noter parmi tant d'autres une fiscalité souvent élevée qui n'est pas de nature à permettre aux entrepreneurs d'exister sur un long moment. On peut aussi noter le manque ou l'insuffisance de financement dédié à l'entrepreneuriat de façon générale, mais aussi à l'entrepreneuriat féminin et des jeunes. Donc pour moi, toutes ces contraintes-là ont fait en sorte que l'AGOA n'a pas pu répondre aux attentes placées en elle. Et il est important pour ce nouveau départ de pouvoir permettre à l'AGOA de rapprocher davantage le marché américain des entrepreneurs africains, mais aussi d'accroître les exportations de l'Afrique vers les États-Unis. Je vous remercie. Merci Stéphane. Et Jean-Paul va nous dire ce qu'il en pense. D'accord, merci Jeannette. J'ai deux niveaux de contraintes. Il y a d'abord concernant les cadres critères d'éligibilité. Par exemple, le premier
contrainte à la réduction de la pauvreté, le critère de réduction de la pauvreté. Je remarque que nos pays, si je prends le cas que je connais très bien, qui est la Côte d'Ivoire, qui a une économie essentiellement basée sur l'agriculture. Il se trouve que les actions menées pour arriver à développer ce secteur et puis profiter pleinement de la loi sur la croissance américaine, ces actions ne sont pas très bien cadrées. Et quand on prend par exemple les statistiques en 2017, on a remarqué que par exemple les produits de transport, les produits dans le secteur du transport, s'élevaient à 1,250 milliard de dollars plutôt, par rapport à 500 millions seulement, non, à 250 millions seulement pour les produits agricoles. Vous voyez un peu la grande différence, alors que la majeure partie de la population est rurale, si je peux m'exprimer ici. Dans la population active, il y a 27% agricole et 18% d'industrie. Vous voyez. Alors, pourquoi ne pas mener des actions assez vigoureuses pour relever le défi et pour pouvoir bénéficier pleinement des opportunités que nous donnent les Américains pour pouvoir exporter nos produits d'exportation sur leur marché sans droit de douane. Voilà. Alors, je trouve que le seuil de pauvreté est tout le temps entre 30, 35, 40, ça baisse pas. Vous voyez. Alors, moi, ça c'est mon premier niveau de contrainte. Le deuxième niveau, c'est l'économie de marché. Le critère de l'éligibilité, l'économie de marché, mais la création d'un environnement favorable au l'investissement. Il y a des actions très très timides des Africains pour être compétitifs et bénéficier pleinement des avantages liés à la bourse. Je prends souvent l'exemple de nos représentants à l'extérieur qui ne font pas la promotion des produits qui sont produits dans leur pays. C'est-à-dire aller voir les Américains sur place pour faire la promotion de nos produits chez les Américains, afin que ceux-là sachent ce que nos pays produisent exactement. C'est-à-dire trouver des niches de marché. Alors, il y aura des recommandations après. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Et d'accord, merci. Yvonne. Merci Jean-Paul. Au niveau des contraintes, pour ce qui concerne les femmes entrepreneurs en général, elles concernent les capacités de production et d'approvisionnement du marché. Et cela est lié à un problème organisationnel et de logistique. Je me rappelle encore cette dame-là qui avait réussi à faire accepter un modèle d'habillement. Et on lui a demandé, est-ce que vous pouvez faire 1000 pièces? Elle était complètement désemparée. Comment faire 1000 pièces dans les délais combien? Et le corollaire de ça, c'est immédiatement les problèmes de financement. Vous avez 1000 pièces à faire, vous avez un délai, vous trouvez l'argent tout de suite pour faire face à un tel marché. Du coup, le financement aussi est un critère fort parce que les micro, petites et moyennes entreprises ont du mal à se financer sur le marché bancaire. Ces banques commerciales ne comprennent pas toujours les besoins spécifiques de toutes ces micro-entreprises et petites entreprises dont la plupart sont dirigées par les femmes. C'est dans ce gap-là que se trouve le plus de femmes. Or, il s'agit là de permettre au maximum de femmes, justement, d'entreprendre et d'accéder au marché américain. Alors, problème.
elle ne peut pas s'organiser parce qu'elle n'a pas les moyens logistiques, ce qui induit des problèmes de production. Et deuxièmement, elles ont des problèmes de financement parce que les banques commerciales ne leur font pas la part belle. Elles n'ont pas le temps de comprendre votre activité. Il faut que votre argent, l'argent va à l'argent. Or, malheureusement, comme tout le monde le sait, les entrepreneurs femmes en général n'ont pas de grandes capacités financières. Beaucoup d'entre elles sont débutantes. Donc, elles ont besoin d'être accompagnées. Tout à l'heure, j'ai venu si je suis à ce niveau. Ça, c'est un autre niveau de contrainte. L'autre niveau de contrainte aussi qui est très important, il est lié au marché américain. Comme tout le monde le sait, là-bas, ils ont des procédures assez rigoureuses. Par exemple, le Food and Drug Administration, on ne mange pas n'importe quoi, on ne peut pas entrer n'importe quoi. Donc, il y a des procédures, il y a des règlements, il y a des règles au niveau de l'emballage, au niveau de la qualité. Bon, tout à l'heure, le ministre a essayé d'en parler un peu par rapport aux recherches biologiques pour permettre de faire entrer des produits africains. C'est une très bonne chose. Mais là aussi, se trouve une contrainte très forte pour ce qui concerne les femmes entrepreneurs qui, la plupart du temps, sont dans l'agroalimentaire. Donc, elles rencontrent des difficultés au niveau des problèmes d'emballage, des procédures de marché, des règlements du Food and Drug Administration. Ça aussi sont des contraintes. L'une des contraintes, dernière contrainte que nous avons aussi pu identifier, c'est, comme j'ai dit, la méconnaissance du marché et les procédures de passation du marché. Il me reste 30 secondes. Il me reste 30 secondes. Donc, si vous voulez, voilà les 4 grands niveaux de contraintes sur lesquels il faut travailler pour permettre à plus de femmes entrepreneurs qui, malheureusement, sont des micro, petites et moyennes entreprises qui rencontrent des problèmes de financement, des problèmes organisationnels, pour leur permettre donc d'accéder à ces marchés américains. Merci. Merci Yvonne. Je voudrais, avant de retourner à Julie qui a sa présentation, je vais dire quelque chose sur la présentation de Yvonne qui parle des femmes et une catégorie de femmes. Comme vous le savez, l'AGOA, le futur de l'AGOA, et puis surtout le nouveau paradigme dont nous sommes en train de parler, se veut inclusif. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faudrait intégrer non seulement les secteurs marginalisés, mais surtout intégrer tout le monde. Et aujourd'hui, quand vous prenez les femmes ingénieurs, entrepreneurs, elles font partie des minorités. Donc, je pense que c'est vraiment un point très essentiel que nous devons signaler. Et toujours dans les contraintes, nous allons retourner à Julie, qui va rapidement terminer avec sa présentation sur les contraintes. Nous avons à l'écran les destinations, jusque-là, des exportations. Julie, à toi. Merci Jeannette. Voilà, donc comme je le disais, on voit clairement ici que les pays africains, en termes de produits non pétroliers, ont des destinations comme l'Europe et l'Asie-Pacifique. Au niveau des États-Unis, on ne faisait pas assez de commerce, mais avec la loi, quand même, il y a eu une augmentation. Je peux se coucher cela. Et donc, il y a eu une augmentation. La ligne orange ici, ça nous décrit le total du commerce sous AGOA, qui inclut aussi les produits pétroliers. On voit que ça atteint presque 60 millions. Mais quand il y a la ligne bleue qui représente les produits pétroliers, c'est presque la même chose que le total. Donc, la marge des produits non pétroliers est très faible. Et donc, on passe à celui qui est juste à côté à droite, qui représente les produits non pétroliers. Et la part dans ce commerce est assez réduite. On voit ici que ça n'a même pas atteint en 2018 6 millions de dollars américains. Et la courbe verte décrit un peu la croissance de ce commerce. Ça a été très volatile. Alors que c'est ce secteur où il aurait vu l'inclusion, la création d'emplois, pour la croissance inclusive et résiliente, qui est d'ailleurs l'objectif de cet emploi, et aussi qui est instrumental pour pouvoir réaliser les objectifs de ODD. Donc, je passe rapidement au contrainte en bas. Donc, on voit ici, je suis sur le slide prochain.
Tu peux me donner le numéro, s'il te plaît? C'est 90%. Par contre, à droite, on regarde après, c'est le textile, le métal, agriculture, le chimical, produits. Les sont très très faibles. Donc, la contrainte de production, comme nos collègues, les autres panélistes l'ont démontré, sont aussi claires et reflétées dans les données ici parce qu'il y a beaucoup de contraintes au niveau de la production, la qualité, les moyens même d'avoir le financement pour entreprendre, l'inclusion des femmes et des jeunes, il y a beaucoup de contraintes. Dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, quand tu regardes, c'est non seulement très faible. On passe au prochain slide, Jeannette. Tu peux me donner le numéro, s'il te plaît? Numéro 8. Oui, ok. Tu as montré le numéro 7 que j'expliquais? Oui. Donc, d'accord. Au numéro 8, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, une très faible part dans l'emploi. Et quand tu regardes encore plus loin, tu zoomes à l'intérieur des exploitations à bois de la Côte d'Ivoire, tu te rends compte que c'est très concentré sur les produits de cacao. Et les autres secteurs aussi qui auraient pu créer de l'inclusivité et la création d'emplois ont eu une part très faible. Je suis sur le slide numéro 8, la figure de droite. Donc, la droite n'a pas eu beaucoup d'impact sur les secteurs non pétroliers et en plus, ça n'a pas vraiment atteint l'objectif de la diversification des économies. À partir de là, on peut passer maintenant à pourquoi est-ce qu'on a eu toutes ces contraintes. Je vous montre les images qui suivent. On a les problèmes de logistique. Les routes sont très mauvaises et l'acheminement des produits des zones de production vers la capitale ou les chefs-lieux où on peut faire l'exploitation sont très difficiles. Si c'est les produits agricoles, par exemple, avant d'arriver à Abidjan ou à un port, tu as déjà perdu la moitié des produits. Et le marché américain est très exigeant, comme Mme Yvonne le disait, en termes de qualité, les emballages, et tout ça, ça nous pénalise, ça pénalise les pays africains. Et on n'est pas compétitif comparé aux pays de l'Amérique latine qui sont à proximité et qui ont pratiquement les mêmes produits comme nous. Le bonbon de l'Amérique latine ici sur le marché, c'est très demandé par rapport au bonbon qui vient de l'Afrique, par exemple. Donc, les contraintes, rapidement, je reviens sur les contraintes ici pour dire qu'on a la bonne de logistique. Quand tu compares, je suis au slide numéro 10, tu compares les pays africains aux pays de l'Amérique latine, AGOA countries, c'est en bleu, et les pays de l'Afrique latine sont en rouge. Tu te rends compte que les grandes dimensions de logistique qui sont la douane, les infrastructures de transport, l'envoi international, la qualité, la compétence des logistiques, les pays AGOA en moyenne sont en dessous. Et à droite, sur le slide numéro 10, on voit un peu que même la qualité de ces logistiques ont baissé en 2016 et 2018. L'orange, c'est 2018. Le bleu, c'est le 2016. Donc, on voit que sur les dimensions pleines comme le poste de douane, infrastructure, la qualité a baissé. Parce que le cercle orange est un peu à l'intérieur du cercle bleu. J'en passe. Au niveau aussi de la qualité de la main-d'œuvre, on voit qu'en termes de mesurer à travers l'éducation, on voit que le taux d'éducation ou le nombre d'années d'éducation en Afrique est très bas comparé à d'autres régions. Je compare les pays AGOA ici au slide numéro 11. En termes de l'expérience de l'éducation et du nombre d'années moyennes que les gens vont à l'école, les pays AGOA sont vraiment en dessous comparé aux autres régions. Donc il y a un problème de qualité d'éducation qui se reflète dans la qualité aussi de la productivité des pays. Ensuite, vous avez aussi à l'intérieur, non seulement le nombre d'années d'éducation est faible, mais il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles, en termes d'éducation. Alors que comme mes collègues panélistes le disaient tout à l'heure, dans les zones rurales, il y a plus de femmes qui devraient être intégrées à faire ce commerce, à pouvoir produire. Mais comme il n'y a pas une bonne éducation, la plupart d'entre elles illettrées, ça réduit la capacité de production et de s'organiser en elles-mêmes. Donc ça, c'est un gros problème. On descend un peu plus loin pour avoir l'accès au financement. Quand tu regardes la courbe bleue en grand, où j'ai mis un West States, ça c'est le taux de crédit au secteur privé dans les pays AGOA comparé au taux de crédit au secteur privé
dans d'autres régions. En 2001, par exemple, en 2001, les pays AGOA étaient au-dessus des pays de l'Asie du Sud. On voit un peu la courbe ici, la courbe bleu. Mais depuis 2001, je veux dire les pays de l'Europe, les anciens États soviétiques. Et ces pays aujourd'hui ont amélioré leurs produits au secteur privé qui nous dépasse. Et il y a une grande différence entre nous. Et au niveau des pays d'AGOA, même la tendance est baisse. Donc le manque de crédit au secteur privé, le manque de coordination de structures pour faciliter l'accès au crédit aussi, nous contraint à pouvoir entreprendre et à produire en abondance pour être plus compétitifs sur le marché américain. Et donc, dans le slide, tous ces contraintes sont résumés, le manque de nouvelles technologies parce qu'il n'y a pas de formation et de suivi pour apprendre aux entreprises comment produire, quelle est la demande du marché, quelle est la préférence des consommateurs américains, la qualité du travail, le problème de logistique, de connectivité, l'accès aux finances et le manque d'informations aussi sur la loi parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, tu vas dans les zones rurales, les gens ne savent pas de quoi tu parles quand tu dis AGOA. Donc, il faut qu'on arrive à peut-être développer une nouvelle stratégie qui serait axée sur la réduction de ces contraintes. Je m'arrête là. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Comme vous venez de voir, les contraintes pour profiter des avantages de l'AGOA sont vraiment énormes. Mais ce que nous retenons, c'est que c'est un outil assez complexe, inconnu de la masse, et qui reste un défi pour la plupart des pays. Pourtant, l'obtention d'un avantage commercial avec les États-Unis reste un acquis qui pourrait donner des résultats positifs à tous les niveaux de l'échelle socio-économique favorisés par un énorme potentiel économique incontestable sur le continent africain. Nous allons rapidement demander à nos panélistes, et effectivement on a parlé de tous les aspects positifs, mais beaucoup de contraintes. Pourriez-vous dire, quelles sont les solutions que vous préconisez? Madame Laurie, vous avez 2 minutes s'il vous plaît. D'accord, donc je le fais rapidement à travers le slide numéro 15, Jeannette Spring. Ok. Donc aujourd'hui, quand on voit les contraintes, on se rend compte qu'au niveau de notre pays, on n'a pas une bonne structuration des entreprises. Donc, pour moi, la solution principale serait de créer des industries AGOA. Parce que le changement structurel sera vraiment important pour pouvoir canaliser, suivre, former et améliorer la productivité et la qualité des produits pour être plus compétitif. Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de vendre, mais c'est parce qu'on n'est pas compétitif. Donc, il faut créer des industries AGOA à travers tous les secteurs, organiser les jeunes gens, les femmes, en petites et moyennes entreprises, afin de pouvoir les former, leur apprendre les nouvelles technologies pour faciliter l'accès au financement. Voilà. Et en tout cas, il faut aussi améliorer, mettre à la disposition des logistiques qui sont appropriées pour leur permettre de pouvoir exporter les produits qui vont produire à travers les différents secteurs. Et ensuite, je pense que notre solution, c'est de pouvoir vulgariser, ça c'est très important, l'information d'AGOA. Et l'information d'AGOA, il faut faire connaître l'AGOA, mais aussi faire comprendre quelles sont les procédures légales et les structures dont on a besoin pour pouvoir avoir un accès au marché. Et cette information doit être vulgarisée partout dans nos pays, en zone urbaine comme en zone rurale. Il faut créer des chaînes de valeur parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, dans le nouveau paradigme dont on parle, une seule personne, une seule compagnie ne peut pas produire un produit du début à la fin. Tu peux produire une partie et ça passe sur le prochain point de la chaîne de valeur et un autre groupe peut ajouter de la valeur dessus jusqu'à ce que le produit soit connu et aller au marché en bonne qualité et à moindre coût. Parce que en tant qu'expert en commerce international, on parle de l'avantage comparatif. Donc, tu fais la partie où tu as l'avantage comparatif et l'autre fait aussi la partie où
et l'avantage comparatif. Donc la création de chaînes de valeur au sein des pays et même entre les pays pour pouvoir avoir des produits bien finis qui vont sur le marché international, aux États-Unis comme ailleurs, avec une bonne qualité et un coût de vie de production sera très, très important pour permettre à l'AGOA d'atteindre ses objectifs dans le futur. Et en plus, un élément très important que moi je pense, il faut créer des partenariats directs. Si par exemple on crée nos entreprises AGOA, dans tel secteur, il faut qu'on trouve des partenaires dans le même secteur aux États-Unis, de sorte qu'ils puissent collaborer. Parce que les entreprises les intrants, et donc ils vont plus acheter. Donc du coup, le marché, cette industrie africaine dans le pays A, on a déjà un partenaire direct aux États-Unis qui va acheter son produit. Julie, tu as à travers les secteurs, sera très important. Donc, on bref, voici le grand paquet de solutions que moi je propose. Merci. Stéphane, 2 minutes. Rapidement. Ok, merci Jeannette. Moi, en termes de solutions ou de recommandation, je propose des solutions à 3 niveaux. D'abord, au niveau étatique, il est important que le gouvernement américain, notamment les États africains, puissent voir ensemble comment mettre en place des financements dédiés véritablement à l'AGOA. C'est des financements qui puissent permettre aux entrepreneurs d'avoir accès aux ressources financières pour pouvoir créer ce lien entre les entrepreneurs africains et américains, de sorte à booster le commerce entre les deux entités, c'est-à-dire les États-Unis et les pays africains éligibles à l'AGOA. Il faut aussi mettre en place un cadre pour former les jeunes entrepreneurs et tous les entrepreneurs qui aspirent à exporter à l'international, non pas seulement aux États-Unis, mais à l'international, de sorte à comprendre les mécanismes du commerce international, comment ça fonctionne, quelles sont les exigences pour aller sur le marché international, et tout, afin de pouvoir véritablement saisir l'opportunité que représente l'AGOA. Au niveau des structures d'accompagnement des entreprises, je veux parler ici des chambres de commerce et aussi des confédérations d'entreprises. Il faut pouvoir créer des partenariats ou des jumelages entre les chambres de commerce en Afrique et les chambres de commerce aux États-Unis, de sorte à créer le lien direct entre les entrepreneurs africains et américains pour saisir pleinement ce que offre l'AGOA en termes d'opportunités. Et je viens maintenant au dernier niveau qui concerne les entrepreneurs eux-mêmes. Il faut qu'ils puissent s'organiser de sorte à être compétitifs sur le marché. Cela suppose d'avoir une organisation bien ficelée. Cela implique également de maîtriser sa chaîne de valeur et de production. Quelqu'un l'a déjà dit, si vous voulez exporter aux États-Unis, il va sans dire que vous soyez prêt à répondre aux exigences du marché américain en termes de quantité, mais aussi de qualité. Et enfin, un dernier point concernant les entrepreneurs, c'est pouvoir aussi s'intéresser à l'anglais, notamment dans le contexte francophone, de sorte à pouvoir comprendre les exigences du marché américain, mais aussi de s'approprier cette langue qui va leur ouvrir les opportunités à travers le monde. Je vous remercie. Merci. Jean-Paul, 2 minutes. 2 minutes. Merci, Jeannette. Bon, qui dit nouveau paradigme, dit des dispositions à prendre, c'est-à-dire avoir de nouvelles manières de penser. Alors, moi, je mets l'accent sur la formation dont parlait Julie tout à l'heure. Heureusement que nous avons parmi nous ici, dans notre panel, M. Greg, qui va essayer, en une heure, de vous donner des informations sur l'AGOA. Et ça ne sera pas suffisant, puisque l'AGOA, c'est plutôt la masse qu'il faut former. Donc, il faut que ça descende vers la masse. Alors, aussi, la recommandation que je voulais donner, c'est aussi la diversification des produits à l'export. Nous sommes très très portés sur les produits des rentes, c'est-à-dire le café et le cacao. Ce matin, il y a
Madame la ministre qui disait qu'il y a un programme qui est en train de développer l'exploitation du beurre eucalyptique aux États-Unis. Donc ce genre d'action pourrait booster la part de l'agriculture qui emploie beaucoup de monde en Afrique. Ça pourrait booster la part de l'agriculture dans les exploitations de l'AGOA. Maintenant aussi la mobilisation des ressources financières. Je me rappelle dans le temps où il y avait des banques en Côte d'Ivoire qui finançaient l'agriculture. À présent, je pense que tout ces banques ont disparu. Tu as 30 minutes. 30 secondes, 30 secondes, pardon. Bon, à part cela, il faut aussi chercher à booster les actions du secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui doit faire le travail. Les gouvernements ou gouvernants posent les cadres, mais c'est le secteur privé qui doit profiter de ces opportunités. Ce ne sont pas les ministres ou bien le président de la République, non. Eux, ils donnent l'opportunité, voilà, ils créent le cadre. Maintenant, c'est le secteur privé qui doit s'engouffrer dans ces canaux-là pour pouvoir tirer le maximum de profit de ces opportunités que nous offrent les Américains. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci. Merci Jean-Paul. Pour ce qui nous concerne, nous pensons que le gouvernement doit continuer les campagnes, continuer et renforcer les campagnes de formation et de sensibilisation sur la AGOA pour que l'information soit portée au plus grand nombre. Ensuite, nous pensons qu'il est important de faire une restructuration de l'environnement en mettant en place des mesures et une réglementation qui favorise le regroupement des micro-entreprises, des micro- et petites entreprises travaillant dans le cadre de la AGOA afin de faire des économies d'échelle. C'est bien que de cette façon qu'on peut tirer favorablement et efficacement profit des avantages. Parce que nous avons parlé tout à l'heure des problèmes d'approvisionnement, de logistique. Tout ça peut se régler en mettant en place un système de regroupement qui permet de faire des économies d'échelle. Pour ce qui concerne le financement, nous pensons qu'il est grand temps qu'il y ait des banques spécialisées. Parce que le dialogue avec les banques commerciales est un dialogue de sourds. Donc il faut créer justement des structures de financement qui prennent en compte les spécificités des besoins de financement des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises, notamment les entreprises de femmes. Merci. Voilà. Nous avons essayé de créer des banques de femmes. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous sommes sur la voie. Si nous avons le soutien, alors nous allons le réussir. Maintenant, si vous me permettez, on peut revenir là-dessus. D'accord, on peut revenir là-dessus dans les recommandations. Merci. Donc, en tout cas, merci encore à vous entendre. Les Africains sont prêts pour la voie. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment le manque d'information, surtout information et éducation dans ce domaine-là. Donc, ce serait important de se focaliser sur les secteurs qui pourraient aider à développer des emplois et à promouvoir l'inclusion des groupes marginalisés, les secteurs marginalisés, et aussi accroître les activités économiques dans les zones rurales où se trouvent beaucoup d'activités, surtout par les femmes, et puis développer, comme on l'a dit, les compétences et la formation. Alors, si la voie est aussi importante, sinon importante pour nos économies, il serait alors là bien de rendre cette loi permanente, puisqu'il nous reste 6 ans. Alors, qu'est-ce que nous pouvons accomplir en 6 ans avec toute cette volonté de vraiment profiter des avantages, disons, de la voie? Donc, l'une des solutions serait effectivement de restructurer la voie et de rendre cette voie-là, disons, permanente, au lieu, parce que nous avons une autre structure, initiative qui a été créée pour aider le secteur privé, qui est Prosper Africa.
Alors si on met tout ça ensemble, ça fait beaucoup d'initiatives. Et en plus de ça, l'objectif qui est de réduire la pauvreté, pourquoi ne pas lier les performances de l'AGOA aux objectifs de développement durable? Puisque, au bout du compte, tout ce que nous voulons, c'est de réduire la pauvreté, réduire les inégalités. Donc ça, c'est un peu une partie des solutions, on aura l'occasion d'explorer. Alors, rapidement, on va demander les recommandations en 30 secondes. Si vous pensez que vous avez des recommandations, parce que de toute façon, on aura l'occasion de continuer la conversation avec les organisateurs et puis développer davantage. Mais comme nous sommes pris par le temps et que nous avons une session d'éducation, de formation qui est aussi importante que ce que nous sommes en train de faire, on va aller rapidement dans les recommandations, une seconde, et puis maintenant, je veux juste une phrase, et puis maintenant, nous allons conclure. Julie, à toi. Ok, donc en conclusion, je pense que compte tenu de la performance présente, il y a lieu de créer une nouvelle ou d'adopter une nouvelle stratégie qui est focalisée sur la réduction, adresser les contraintes au niveau du supply side, c'est-à-dire de la production, comme je l'ai déjà détaillé, pour stimuler le développement du secteur privé, la création d'emplois, déclencher le potentiel du commerce des pays africains et catalyser aussi une croissance inclusive et résiliente durable pour atteindre, comme tu l'as si bien dit, les objectifs qui sont assignés aux ODD, la rupture de la pauvreté, de l'inégalité, l'éducation, le champ, et aussi l'environnement, la durabilité de l'environnement et social. Voilà, donc cela ne va pas seulement profiter aux pays africains, ça va aussi profiter aux Américains qui se seront fait du marché, parce que si nous sommes bien structurés, qu'on produit bien, ça crée aussi du marché parce qu'on va beaucoup plus importer. Merci. Donc c'est ce que je vous dis en conclusion. Merci. Stéphane, rapidement. Ok, merci. De manière concrète, moi je dirais, ce qu'il fallait faire, c'est de créer des guichets de formation de l'AGOA, aussi bien dans les ambassades des États-Unis, partout en Afrique, et également dans les structures chambres consulaires présentes ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ces canaux-là auprès de qui les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs se rendent chaque jour pour avoir accès à l'information, de sorte à ce que l'information relative à l'AGOA puisse leur être donnée directement et les toucher. Parce que ce que je note, c'est que c'est la méconnaissance de l'AGOA qui fait que les opportunités qu'elle offre n'ont pas pu être saisies pleinement. Je vous remercie. Okay. Bon, pour répondre le terme du sous-secrétaire d'État américain ce matin, il a dit que l'avenir est radieux pour l'Afrique. Alors, je pense que la proposition de Janet qui dit que est-ce qu'on ne peut pas rendre la voie permanente, je pense que cette assertion milite pour le fait que la voie soit permanente. Et il faudra que la diaspora africaine au niveau des États-Unis milite, fasse du lobbying très fort pour pouvoir avoir satisfaction. Merci. Oui, en une phrase, je pense que moi je voudrais proposer justement la création d'un groupe de plaidoyer pour le suivi des avancées. C'est un cadre qui sera permanent et qui permettra justement d'intégrer toutes les questions et de suivre l'évolution de la voie. Merci. Merci, nous sommes presque à la fin, sinon à la fin. Donc tout ce que vous venez d'entendre, c'est pour dire que nous sommes prêts pour l'avenir de la voie. Nous voulons contribuer pour l'avenir de la voie. Et comme on a dit tout à l'heure, l'adoption de la voie est un signal fort des Américains pour démontrer leur intérêt en Afrique et leur volonté d'y investir. Ils doivent, dans ce cas-là, soutenir les Africains dans des mesures, avec des mesures concrètes, avec une mise en place d'un mécanisme de suivi et de sanctions en cas de non-performance aussi. Et les organisations de la société civile doivent constituer des partenaires importants dans l'exécution
des recommandations. Et j'insiste sur, disons, l'importance de l'implication de la société civile. Parce que c'est la société civile qui attire la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a un problème ici et travaillons ensemble pour résoudre le problème. Et surtout que l'AGOA est un mécanisme, est un outil qui veut inclure tout le monde et réduire la pauvreté à tous les niveaux. Donc, je vais... Pardon. Si on passe aux questions, nous venons de terminer notre présentation. S'il y a une ou deux questions, nous allons les prendre rapidement, mais à votre place, je préférais écouter notre enseignant qui va rentrer dans les détails plus ou moins techniques et qui en fait complétera notre présentation et ça va vous donner suffisamment d'éléments pour vraiment approfondir votre connaissance. Si c'est OK avec vous, nous allons arrêter et maintenant passer à la formation, à l'information sur la AGOA, depuis sa création et toutes les petites difficultés et comment est-ce qu'il surtout l'avenir. Si vous êtes d'accord avec nous, on va dans ce cas-là remercier nos panélistes, remercier tous ceux qui nous ont aidés de loin, de près, directement et indirectement, à vraiment, je dirais, organiser cette présentation. Donc ensemble, on va applaudir nos panélistes et puis surtout notre ami qui a accepté de traduire en langue gestuelle pour nos autres populations. Je vous remercie et encore merci. On va prendre 5 minutes de pause juste pour changer, pour donner l'occasion à Greg de s'organiser pour commencer sa présentation. On va directement. Ok. On a un souci parce que nous devons aller travailler sur notre prochaine présentation. Et lui, il va rester. Tu restes avec lui? D'accord. You have time. You have an hour. Because the next time is the, yes. Anyway, people want to hear from you. Okay. Yes. We have a lot of people online, so the floor is yours. Thank you. Well, we do have a very distinguished panel here, and they have very important things to say. But with all due respect, I think that perhaps explaining what AGOA is and what it isn't would have been useful in terms of giving recommendations. I spoke yesterday to a group of African ambassadors, the U.S. government, U.S. trade representative, and me representing USAID. And some of the things they asked about were things that they've been asking about for almost 20 years. And we have tools that are not being used. And this is why we're in the same situation now that we were when we started. I worked on AGOA from the first day that it was introduced as a bill. And it took us 3 years to get it passed. And I know what the intention of it was. And I know that we had some gaps. The African governments we were working with also had some gaps. But there are tools available. Two that I want to bring to your attention right now. One is what's called the Trade Facilitation Agreement, which is an international accord that when governments sign on to it, there are a number of resources available, which include capacity building, would provide for training, that is funding, and many governments don't sign it, and so they aren't able to take advantage of what's available. The other thing is, USAID has worked since AGOA was created through our trade and investment hubs. We've worked with 20 of the 39 countries available, qualified for AGOA. These 20 countries have done AGOA utilization plans. Unfortunately, there's not the implementation that there should be. Some countries are taking great advantage of it, but 90% of the products that we receive come from a handful of African countries.
Now, I saw on one of the slides it said that the overwhelming product coming out of Cote d'Ivoire is cocoa. And of course, you have great cocoa. That's great. But there are other things you sell that could be sold in the United States. The other thing is, when Americans come to Africa, they come to places they have heard about or places they know. So they end up in Nigeria, they end up in Kenya, South Africa, Ghana, Senegal. But there are many other countries that we could be sourcing goods from that we just don't, because in America, you don't hear much about different African countries. What you hear is about conflict. What you hear is about disease. What you hear is about disputes between countries, a lack of resources and infrastructure. There's no problem that has been mentioned, and I know you've seen several of them, that can be overcome. But to be overcome, there has to be collaboration, not just between my government and your governments, but also in your country, between your government and the private sector. In America, we have councils between the private sector and our government to figure out how best to export. And that's because government people, by and large, don't really know business. They're not business people. At best, they may be economists, but that's not the same thing as being a business person. So they make decisions that sound good at this level, but on the ground level, it doesn't work. I talked to a colleague of mine who works at one of the trade and investment hubs, and he said, you know, even if you go to business school and they teach you about finance, you never really learn finance until you're involved in it. Because what's in the book and what's in real life is just not the same thing. So I think that if we can take advantage of the tools, and this is where civil society comes in, because most governments don't have really adequate economic data. They don't have the research facilities to produce data. In America, we have a lot of think tanks who provide data. Now, we do have, in government, very good resources, but you add to that the independent think tanks. That's how we are able to be so successful. But you have excellent think tanks. I've been coming to Africa for almost 30 years. Actually, it is 30 years. And I've seen in most countries really excellent think tanks. Those organizations need to be listened to by government and by business to help decide what is our comparative advantage. What are we competitive in? No country does everything. The United States invented televisions. Do you know we don't make televisions anymore? Do you know why? We cannot make them for the price that they can make them in somewhere like Japan or somewhere like South Korea. So we gave it up. We buy it from them. But the inside of the television, those components, those electronic components, we invent those. We sell them to Japan. They put them in the TV. We buy the TV. A lot of the mechanical parts in a car can be created in Africa or other places much more cheaply than we can in the United States because of the labor cost. So you make those here, you send it to us, we assemble the car, and the car that you buy in America has parts from all over the world. Because we realize we can't make everything. We're not competitive. We don't have a comparative advantage in everything. That's the way of the world. That's been the economic theory of capitalism for hundreds of years. You ignore it to your own peril. You have situations in which country A has very delicious papaya, but they don't have the ability to value add that by making papaya juice or dried papayas or papaya jelly. The country next door, country B, they have the mechanism, they don't have the papayas. If you sell your product to that country and have a joint venture, both of you can make money. But that's not what's happening. So as a result, people are losing market share. Africa has a minuscule market share in the world,
But most of the resources, natural resources in the world, are on this continent. Some of the smartest people in the world live here, except the ones who leave and go somewhere else because of the lack of opportunity. So the brain drain is killing Africa because you have very smart people. Thank you for the ones you gave to us. We appreciate it. But you need some of them. Now, what the African Union has asked USAID is to work with them in terms of outreach to the diaspora. And we're working on that now. Because you have people who can be very valuable to you in terms of business, in terms of research, technical assistance, and you need to take advantage of that. But now looking at that chart that you saw earlier that talked about some of the problems, one of the things that I grew up with in the United States is we look at solutions. And for me, if you tell me, oh, we have a problem, okay, the first thing I'm thinking is not, oh, this is a problem. It's, okay, how do I solve the problem? There's not a thing on that list that cannot be resolved. I swear to you, nothing. There are countries on this continent that are doing well selling to the United States. They're not smarter than anybody else. They just are more research-oriented, and they respect the principles of competitiveness and comparative advantage, and they work. And as for this language issue, I know people always say, oh, well, Francophone countries, you know, we have a problem. Well, how come the French sell us stuff all the time? The Belgians sell us stuff. The Brazilians speak Portuguese, they sell us stuff. Other people in the world, the Japanese they speak Japanese, they sell us stuff. There are people here who can act as interpreters. We're used to that. So don't let that be a constraint, because it really isn't. We can do business with you whether you speak English or not. Now, sitting here, I must admit, I couldn't catch everything that was said, but I've been doing this long enough that I've heard a lot of the issues before. But let me just go over a couple of the things. One issue is scale. If you want to do business overseas, whether you're an American company who wants to sell to Africa or an African company who wants to sell to America, you have to have enough product to make it worth the while of the people who buy from you. If you're going to sell 100 shirts in a year, that's going to be kind of difficult, because how are you going to get it across the ocean to your buyers? And if I buy your shirts and people say, oh, gee, I like that shirt, when are you going to get some more? Well, I don't know. I mean, they did 100. I think that's all they can do. In Kenya, they're talking about creating production villages where they come together. Cooperatives, we've said this for a long time, and in some places, people take it seriously. They have cooperatives, and I can only do 100. He can do 200. She can do 300. If you put that together now, we can sell, and there are people who are interested, and we can produce enough on a regular basis that people are interested in buying it. The other thing related to that is, everybody's not an entrepreneur. You know that Africans have been traders for thousands of years. Trading is not new to Africa. The Trans-Saharan route to the Middle East and to Asia, that's historic. But the problem is, things change over time, and you have to change with it. This country and other countries in Africa, except for one or two, were under colonial power. Those colonial powers supposedly are gone, although I must tell you there are a lot of Frenchmen in the back room of many companies advising them on what to do. And guess what? They're advising you on how to do things that work for them. Somebody once said, you know, the Americans aren't smart enough to be crafty enough to cheat us. So, you know, when we tell you something, it's pretty much the truth, because it's hard for us to lie to you. We don't know you that well to be able to fool you. But honestly, we in America need new products all the time. We're always looking for the next big thing. People in America wear African clothes. I wear African clothes, I just don't wear them every day. There are plenty of white people who wear African clothes.
because they were in the State Department or the Peace Corps or the Foreign Commercial Service. So there's a market for African products. The problem is, you know, in terms of scale, you don't want to try to sell to a giant company like JCPenney. God forbid you try Walmart. They're way too big. It's the biggest retailer in the world. Many countries can't supply to Walmart. So what we're doing right now, what AID is doing, is there are stores, small stores, mostly by Africans or African Americans, who buy African products and sell them every single day. If you wanted to sell to JCPenney, they would buy an African dress like this lady in the third row is wearing, or a shirt, blouse actually. They would buy it this summer. Then they wouldn't buy anymore until spring 2 years from now. You can't live on that. But there are small stores that sell these every day. What we are in the process of doing is aggregating all of those stores to create an identifiable market for African producers so that you can look at selling to 1 store or 5 stores or 15 stores based on your ability to produce. And you can sell these goods constantly because they always want African products. The same thing with food stuff. The same thing with artifacts. You know, most people go to an African store to buy African products in America. A statue or a necklace. So you need to find those stores, and we will help you to find those stores because it's supposed to be a joint venture. We work with you, you work with us, we succeed. The next thing is information. We have in USAID what we call AGOA 101, which is information on how to take advantage of AGOA, because the United States is a complex market, as I think Jeanette said earlier. Actually, in one sense, it's the biggest market in the world, but in another sense, it's a collection of small markets. What you sell to an older Hispanic woman in the state of New Mexico is not what you'd sell to a young black man in Alabama. What you'd sell to a young Asian woman in Seattle, Washington, is not what you'd sell to a middle-aged white man in Massachusetts. They each have different tastes. Now, let me give you an example of that. Pepper sauce, right? You have a lot of that in Africa. You've heard, if you listen to the news, every year we have hurricanes. Excuse me. In the Caribbean, where we get most of our peppers and pepper sauce, that crop is wiped out regularly. So you have an opportunity, if you plan ahead, to be able to supply peppers and pepper sauce to the United States. But somehow that never seems to happen. I've been saying this for a decade, but it never seems to take place. Another one, you've heard a few years ago, we had a big oil spill in the Gulf of Mexico where we get a lot of seafood. Well, here's the thing, that an oil spill, you can clean the top of the water, but the oil seeps down to the bottom, and it contaminates seafood for sometimes a year or more. That's an opportunity for those of you who have seafood to sell to the United States. But you have to be ready for opportunities and take the opportunities when they come. But too often, people are not ready. And an opportunity comes and it passes them by. You have to be ready to sell, even in competition with the current people who sell. 15 minutes? She said it out. 15 minutes? Okay. Well, I have to summarize. This is a very truncated version of the training that I usually do. So what I'm going to do is do a couple more things, and I want to ask you to answer questions because this should be interactive. Since I'm here, I might as well answer some. Logistics. It's not just the national government's responsibility to create infrastructure. It's the local governments in connection with the national government that creates roads and from farm or production facility to market. There has to be a collaboration. You can't just wait for the national government to do everything.
Sometimes you can get businesses who operate to help contribute to creating infrastructure. And also there are programs for infrastructure. We have, with the Millennium Challenge Corporation, when we have grants, it usually includes infrastructure money. Finance. You know, banks in Africa too often are not commercially minded. I've been in countries, like I was in the Democratic Republic of Congo some years ago, and a man was at dinner with us and he was opening a bank. And he said, I said, do you commercial loans? No. Do you do home loans? No. Then what do you do? Change currency for the government. That's all. So now if you want a loan, where are you going to get a loan? Others in countries, the interest rate is like 40%. Who wants to work under those kind of, you can never make a profit like that. So what I would suggest to you is, you may be aware of microloans that some of the really, really small businesses take advantage of. Expand that so that larger companies can get money. I was just talking to somebody earlier, you know, the Lebanese come to West Africa, the Indians in East Africa, they combine their finances. And they have their own financing among themselves. Why can't people do that here? In fact, we need to do that back home, because it's sometimes if you're a new company, you don't have a track record. It's difficult to get a loan. And the loan may be, you know, too onerous for you. But if you collaborate with one another, it's like these microloans that a lot of the women have. They pay those loans back, because when they put their money in, they want you to pay them back. So we need to think of new models for how to finance things. Last but not least, there has to be public-private partnerships. That's part of the bigger training that I do. It's actually 2 days of training. And the governments have to work with the private sector, but also civil society. When we give Millennium Challenge account grants, we require that the plan is developed by government, the private sector, and civil society. So when we get it, there are stakeholders who are ready to make sure that things are implemented. So with that, I think I'd like to see if we have any questions from the audience. What I have been told is a short amount of time remaining. Yes, I think the gentleman in the back and then this lady. Yes, sir. Do we have somebody that can? I think I'm okay without the microphone. Okay. You can come in the front. Please come in the front. I tell you, For translation. Yeah, for translation, of course. why don't we leave this up front, and then you just come up front and get the microphone. Go ahead. Yes. My question is in relation to the issue of PPPs and the role of civil society organizations. I don't know whether you are following the current or the trending story in Ghana now in relation to the concession of ECG to PDS, and how some of the documents were not signed well, and so for that reason the concession had been withdrawn. And if you follow the campaign during that process, there were a number of CSOs that made strong statements as to the process or how some of the processes were hidden in secrecy. I don't know the role the Millennium Challenge account has to play to ensure that the issue of civil society organization is critical. Because what we've seen, or what we saw, was that, I mean, from the beginning, civil society were very critical, and very leading think tanks made several cautious statements and provided some research documents to indicate that we should be careful. But at a point, it was hidden from them. A lot of the processes were done in secrecy. Today, the concession has been withdrawn because the process, it was realized by some of the workers, and government has taken a step. In fact, sent some people to the US, sent some people to Qatar and Dubai to do some investigation. What role does the MCC play in ensuring that critical CSOs are part of the process from the beginning to the end? Well, let's leave it over here. Syria. This lady in blue. Yeah. 15 minutes? Okay. The Millennium Challenge Corporations puts the civil society in at the beginning. But in the implementation,
the judgment of whether it's successful or not doesn't necessarily depend on checking to see how well government has listened to civil society, which may be a mistake, but the thing of it is that it's whether you meet the benchmarks that we've set. So I think that in many cases, and this isn't confined to Africa, there are too many civil society groups that are staging grounds for politicians. We have that in America too. When one party loses, they put their people in civil society groups, and their main function is to criticize the government. So what happens is the government then doesn't listen to them because it's just critical. And then when their party comes back in, then they leave civil society, they go back into government. We need honest brokers. We need honest information that's neutral, that's for the country and not for a party or a politician. This is what we all have to do in my country and in your country as well. Now. Thank you very much. It was actually, I kept on asking my colleague when you're going to speak. Me too. But it's very refreshing to finally hear you speak, and mine is just a comment in terms of echoing what you've said and looking into the future, but specifically looking at the role of civil society now, the remaining 5 years, and moving forward in terms of building the capacity. We are the people at the grassroots. We are the people at the grass level where this change needs to happen. So I think moving forward, as we live here as civil society, the burden is on us for the discussion, not to wait for the next ministerial, but the discussion to move here back home to the ground. We, the trade union, are doing the little we can with the space we have in terms of building our affiliates union to know, AGOA, but specifically looking at labor and labor rights. We have done a small, survey with different countries, Lesotho, Kenya, Ethiopia, Swaziland, in terms of where AGOA is exporting, are they meeting the human rights, how, we have some kind of scorecard that we are doing. It starts with little things like that we have to share with, Department of Labor in the US or the states, United States government, to tell them, guys, look here, this is what is happening in Africa in relation to the utilization strategies that talk specifically on issues around labor. There are so many things that we can actually learn from each other. And I think going forward, that's one of the strongholds that we need to look at. I've heard you speak about, cooperative. I was brought up under, something we call table banking back home. It's a group of rural women that come together and do a contribution, whether it's on a daily basis, on a weekly basis, and whatever comes out of that has taken some of us to school, has been able to buy for some of us, for some of my parents, cows, and economically empower those women in the village. It's just looking at how do we make this table banking bigger and sustainable for these women to be able to, access the required financial resources as a capital in terms of, building up their resource base. So moving forward, we need to do a lot among us civil society in terms of sharing what is happening at country level, what can be replicated, what can we take and make it better to work for us. So thank you very much. In terms of labor, we do an AGOA review every year to see who stays in, who's going to be suspended. Now, I was telling a colleague of yours earlier that in a lot of countries there is a mechanism to monitor labor standards, but it's hollow. It doesn't have the expertise to do what it's supposed to do. So they give us a report. It's not an accurate report because they don't have the capacity to really dig in and give us responsible answers. However, all too often, human rights groups, labor groups, they focus on the problem
but not what the solution to the problem is. We need to know what the solution to the problem is. Because let's be honest, chocolate is a big industry in the United States. We're concerned with labor rights in the cocoa industry, but it would take a lot to stop buying cocoa, honestly. I myself am a chocoholic. I would be very upset if we stopped buying chocolate. So what happens is people in government want to find a way to keep buying it. So if there's a problem, we need your help in identifying the solution so we can correct the problem instead of say, well, we won't buy your product anymore. And that's for many things. Yes, ma'am. Hi, my name is Nadira Branch, and I'm a Fulbright scholar here in Abidjan. My question is based off of your the money pooling concept that you just discussed, just for my own personal curiosity. The concept is very new for particularly African Americans and African American community. So my question is if I tried to take the concept back to the United States, are there any templates, any trainings? I think that, in my opinion, we would want to do some pooling because it's very difficult to get a loan so that we can engage in international trade, for instance, but we don't know how. I myself, I'm a Fulbright scholar, and I don't know the details of the money pooling concept, but I would like to learn. Thank you. Well, you're blessedly young. Let me just tell you this. 100 years ago, we had far more black millionaires in the United States than we do today. We do have some today. The reason is, when integration came, we wanted to work for white people. We didn't want to have our businesses. Even today, I hear people say, oh, I don't want to deal with black businesses because they don't do as well. When I deal with white businesses, and this impression is left. So we don't work together. There was a man, Tony Brown, about 25, 30 years ago, who came up with this plan, Buy Black. Even other black leaders said, no, that's discriminatory. How is it discriminatory? Everybody does that. It's not to say you won't buy from anybody else, but it says let's try to buy from each other. Let's try to finance each other. We did it before. It's not new. It's only new in the sense that we haven't done it in so long, people forgot how to do it. We've been doing that for centuries. When we came out of slavery, white banks weren't giving us any loans. Where do you think we got the money from? There's a woman, Madam C.J. Walker, who was a millionaire at the turn of the century in cosmetics in the United States. Where do you think she got her money from? White banks? Even into the 70s and beyond, if you wanted a loan for a house, they have what they call a red line. If you live across that line, you're not getting any money because oh, it's too dangerous, oh, it's too poor. But, I've lived in neighborhoods where it was all black, and then all of a sudden, it turned into white. Guess what? Now the red line's moved. You can get loans now. So why are we depending on other people? We have needs. We need to serve our own needs. There's nothing wrong with it. There's nothing racist about that. There's nothing discriminatory. Everybody tries to help themselves. You're not saying that I'm not going to do business with you. I'm a proponent of Marcus Garvey and Booker T. Washington. And they said, if you have your own business, you can stand up and look anybody in the eye as an equal. If you're always with your hand out, please help me, you're not going to get any respect. You get what they want to give you, not what you need. Now, when they formed NEPAD in Africa, what was that, 10, 15 years ago? The idea was we're going to stop being beggars and we're going to have our own institutions. And it's been difficult because so many places are used to listening to France. They're used to listening to Great Britain. They're used to listening, now they listen to China or Brazil or India. And they make decisions based on what these foreigners tell them to do. In the World Trade Organization, Africa is the biggest bloc. You know that? There's no regional bloc bigger than Africa. But Africa on agriculture, for example, they go with what the Brazilians say. On pharmaceuticals,
They go with what the Indians say. Well, they're not telling you to do something to benefit you. They're telling you to use your votes in the World Trade Organization to benefit them. And you look at the debates in the World Trade Organization, which is setting the agenda for world trade for decades to come. The Africans are looking at it like it's a tennis match. The Brazilians say something, and then the Swedes say something, and they're looking back and forth. They're not saying anything. But we, as a people, if we act in concert with one another, we can set the tone for how things go. They're making rules now that if you're not in on it, if you don't know how to take advantage of it, 5 years from now, you can't get in because it's already done. The rules are already set. So we need to stop being so short-sighted and work together. About 75 years ago or more, Marcus Garvey sent some people to Liberia. He had industries. He had a shipping line, the Black Star Line. By the way, the Black Star on the Ghana flag, that came from Marcus Garvey, Black Star. So he wanted to start an industry in Liberia. Some black people, I'm not going to mention who, some black people in America who were jealous of him rode ahead and worked with some unscrupulous government people in my country to tell the Liberians, don't trust them, they're crooks. They seized their goods and their money and sent them home. Do you know how far ahead we could be if they started industrialization 60, 70 years ago? But we pulled each other down instead of lifting each other up. We can do that. You know, people would respect us more if we did it. Who wants to be dependent all the time? And who wants you to be dependent? You have children, you want them to grow up and move up and be on their own. You don't want them living under you all the time. I mean, you love them, but you know, enough is enough. Bye, see you later. I taught you this, go do it. This is the same, the colonial powers educated folks in terms of what you're capable of doing. But we can't keep blaming them. They're gone. Well, for the most part, they're gone. They don't actually control it unless we let them control it. The same thing in America. Slavery ended more than 100 years ago. We can't keep saying, oh, because of slavery, we can't do this. No, we can. And the divide between African Americans and Africans has to end. It just has to end. We can help each other. You know, the black world is very powerful. It's not a racist world. We're not trying to take over the world, but we're trying to take our rightful place in the world with everybody else. But if we don't work together, that can never happen. Nobody else is going to do that for us. You know, I had one time a guy say, well, this is Nigerian, we were in a conference. He says, why doesn't the United States have ships to take African goods back and forth to the United States? I said, why would we do that? We're all in a global race for trade. If I'm running and you stumble, I might reach back and stabilize you. But if you fall, I'm gone. Because if I stop to go back and get you, the others are going to get ahead of me. Nobody's going to do. Who does that in races? Nobody. So we have to be willing and ready to work together to be able to overcome the problems we had. There's none of these problems we can't solve if we work together. So I assure you, no? Okay, I got 5 minutes. There's nothing that we can't do if we work together. Some of the shortcomings that were built into AGOA, we're trying to overcome it. We're working with organizations and we want to do a trade development missions where ports and airports, foreign trade zones, freight forwarders and customs brokers, business associations go to a country, say come from Maryland, where I live, to Cote d'Ivoire. We want to be able to establish trade routes between Abidjan and Baltimore. Okay, let's look at the port of entry issues. Let's smooth that out. Let's look at bundling goods so that when we contact a shipping company, we say the ship going from Abidjan is going to be full. The ship coming back from America is going to be full. Now they're interested. Nobody's interested in a half-full ship because you as a business person
are going to have to pay for the empty space. Why would you want to do that? It doesn't make sense. So we're working on that. As I told you earlier, we're working on consolidating the perennial buyers of African products, so there's an identifiable market. We're working on trade missions, particularly but not exclusively small and medium enterprises, the diaspora business people and others, so that they can come and work with their counterparts. If you match Walmart with a typical small African country, that's like mixing an elephant and a mouse. That's not going to work. Do you know even China has trouble sometimes keeping up with Walmart? So you need to match like with like, so that when you sell to somebody, that's all they need for that time. When they buy from you, they're satisfied, that's all they want. You can't do but so much. They can't sell but so much. So if you have more, you can sell to 2 stores or 5 stores. But we have to make it easier to work with each other. In the United States, we're co-sponsoring a conference in Washington called the MATE Conference, Make African Trade Easier. It's on October 3rd and 4th. It's a trade show and a trade conference. And I will make sure the information gets to you. But we want to hear from U.S. government agencies working to do this, business people who are working together to make trade successful, and there are plenty of successful people. So we need to move on. Stop thinking about how many years we have left in AGOA. Because at the end of AGOA, we will have done this for 25 years. I can't believe I'm working on this long. 25 years. That's a quarter of a century. Now, if you're in Congress and you're looking, do I need to extend this? Well, if in 25 years they haven't been able to take adequate advantage, what else am I going to do? Now, they might have a program for those who are willing and eager to work with us, but have had some problems. But the successful ones, they can graduate from AGOA. So, you know, we need to think, not always look. I don't know how many of you saw Star Wars, the original one, when they were talking to Luke Skywalker and said, always you look to the future instead of what's ahead, what's in front of you. We need to look at these next 6 years and really do something with it. And we have the ability to do it. You know, we're working hard in different U.S. government agencies, USAID, the Commerce Department, the Department of Agriculture, U.S. Trade and Development Agency, Small Business Administration. They're doing things all the time. And under a new program called Prosper Africa, we're all coming together and leveraging all of the tools we have together so it's more effective. But we need you to leverage your tools too, because it's only so much we can do for you. You have to do some things for yourself, not just civil society, but your business sector and your government. You have to collaborate with each other and take advantage of what's out there. 6,400 items are duty-free, quota-free. That means an advantage over most other countries in the world. But it doesn't mean anything if you do like in Nigeria. Chinese companies came in, they took over the textile market, registered as Nigerian firms. Now they're taking advantage of AGOA benefits from Nigeria. Where are the Nigerians who own textile factories? They're out. They're just out. So you need to do it yourself and take advantage of what we spent a lot of time working on. I can tell you, we spent 3 years getting this thing done, and it wasn't easy, because I was there. And we intended for this to work for Africans. Now, if you want a Chinese partner or a Japanese partner, that's up to you. But if you let them come in and take your benefits, well, that doesn't make sense. So what we're doing now is more outreach. We're trying to do more education, but as I said earlier, there's a trade facilitation agreement. There's the AGOA utilization plans. You need to take advantage of them. Your government needs to take advantage of these so that they can help you to be able to access these benefits. I think I probably used my... Oh, okay. So in conclusion, I think my colleague talked about Assistant Secretary Knives saying that the prospect is bright, and it is. And I'd like to introduce my boss,
the Senior Deputy Administrator for Africa at USAID, Ramsey Day, who even though, did you want to say anything? Yeah, you said it all. Okay, all right. I tell you though, he's very good extemporaneously. We did that to him last night. And I said, wait a minute, we didn't write that for him. He does it. He's very good at it. But he's actually going to give the closing, so you will hear from him shortly. But the future is bright, but we really have to collaborate with one another and move forward and stop being defeatist. Stop saying, oh, we only have 6 years, what are we going to do after that? Or, oh, there are these problems. There's nothing we can't overcome if we work together. Nothing. And it's happening now, and we need to share the good news of success among one another so it gives us all heart to do better. So I think I preached enough. Thank you. Amen. Alors, je sais que nous avons, je ne sais pas si nous avons d'autres questions. I don't know if somebody has a question. Okay. Oh, more questions? Okay. Just one question. Just one question, and we just go back to Abisawa. Je voudrais remercier les différents panélistes et surtout monsieur qui vient de l'USAID qui vient